et bienvenue dans le podcast Sony So What. Aujourd'hui, je reçois Eric Favre. Pour certains, ça sera inutile de le présenter. Pour d'autres qui n'ont pas encore la chance de te connaître, j'espère que tu pourras te présenter à eux et leur raconter en détail ton parcours qui est particulièrement inspirant. Aujourd'hui, je commence toujours par présenter mon invité. Et le parti pris, c'est toujours l'illustrer à travers une citation célèbre. Aujourd'hui, j'ai choisi de t'illustrer à travers une citation de Confucius. « La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Est-ce que ça t'inspire ? Bonjour Sonia, bonjour à tous les auditeurs. Oui, bien sûr que cette phrase m'inspire, parce qu'elle est d'une évidence et d'une limpidité évidente, en tous les cas, en ce qui me concerne et ce qui concerne le chemin de ma vie jusqu'à présent. Je suis tombé de nombreuses fois et je me suis relevé de nombreuses fois, mais comme chacun d'entre nous doit le faire à un moment donné de sa vie. Alors, tu sais, le podcast que j'ai lancé récemment, il explore l'univers de la performance physique, de la puissance intérieure, du mindset et du sport. Et ici, on parle de la vraie vie. Et je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, parce que comme tu sais, tu es quelqu'un que j'admire énormément, qui a un parcours incroyable, tu es un entrepreneur hors norme, tu es vraiment un exemple, un modèle. Et moi, je m'inscris un peu dans cette logique de mettre en avant des modèles inspirants. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Qui est Eric Favre ? Eric Favre, c'est un petit gamin qui est né en 1963 à Albigny-sur-Saône, dans la campagne, qui a grandi dans un milieu paysan, qui a arrêté l'école à 15 ans et qui a décidé à un moment de sa vie de ne pas reprendre l'exploitation agricole de ses grands-parents, pour lequel il était à 100% dédié, mais de faire une carrière d'entrepreneur autodidacte. Puisque effectivement c'est en rentrant du service militaire pour mes 20 ans que j'ai décidé de changer d'orientation et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce que j'ai fait avec les valeurs que j'avais appris lors de ma vie de petit-fils de paysan, beaucoup plus que celles que j'ai apprises à l'école. Et est-ce que tu peux me dire ce qui t'a incité à participer à ce podcast ? Ce qui m'a incité, c'est déjà le fait de te connaître, de t'encourager dans ce que tu fais de manière totalement, avec beaucoup d'humilité, en tous les cas, et de pouvoir répondre à ton invitation, Sonia. Écoute, c'est adorable. Merci en tout cas d'être là. Et si tu avais à transmettre une vérité ou une vibration aujourd'hui à ceux qui vont nous écouter, ça serait quoi ? L'amour. L'amour dans tout ce que l'on fait, de chaque jour. Parce que je pense que c'est la base de notre humanité, faire un travail avec amour, rencontrer des gens et partager avec amour. Voilà, je pense que l'amour est vraiment la base de toutes les vibrations qu'on a besoin, et on en a encore plus besoin, plus que jamais aujourd'hui. C'est vrai que le sentiment, l'amour, c'est ce qui te fait vibrer le plus haut en fait. C'est les plus hautes fréquences au niveau vibratoire, à mon sens. Et ton pouvoir créateur, il est vraiment transcendé et il atteint vraiment un haut niveau quand tu es habité par ce sentiment-là et que tu le vibres. Et c'est vrai que l'amour, c'est vraiment le plus grand moteur. Oui, c'est le plus grand moteur. Et puis, tu sais, tu parlais tout à l'heure de sens, et je pense que c'est ce qui te permet d'être dans ce qu'on appelle aujourd'hui le bon sens. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'amour est souvent galvaudé. Tout le monde en parle, mais peu le pratique réellement. Le bon sens, aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, puisqu'on est dans une société aujourd'hui purement d'informations qui sont souvent déformées, où les postulats de base sont souvent déformés également. Quand on est dans l'amour, la connaissance de soi, la connaissance des autres, l'empathie, on arrive à retrouver un chemin de vie axé sur le bon sens, la simplicité.
et ce qui nous permet au moins de continuer à suivre son chemin de vie en restant totalement en axe avec soi-même. C'est le plus important. Et d'être dans le partage, et puis de pouvoir choisir un petit peu ses combats. Je trouve qu'aujourd'hui, on ne choisit plus ses combats. On est dans la division en permanence, on est dans la désunion en permanence. Et je pense que de retrouver un petit peu les chemins du bon sens à travers l'amour est quelque chose qui est simple, simplet des fois pour certains, mais pourtant tellement puissant. L'amour de soi et après l'amour des autres. Je pars du principe, ça n'engage que moi, que tu ne peux pas aimer les autres sincèrement si tu t'aimes pas toi-même déjà. On est d'accord. Donc, et ça n'a rien à voir avec de l'égocentrisme. Je pense qu'on a une vie, la vie est magnifique. On est là pour un laps de temps incarné dans un corps matériel, et qu'on doit aimer cet être qui est là pour un moment, et en étant rempli d'amour déjà pour soi-même, il est beaucoup plus facile d'en donner aux autres. Tout part de soi. Hein. Tout part de soi. Et pour comprendre un parcours, c'est bien aussi de revenir aux racines, aux origines. Tu disais que tu es un fils de paysan. Et en quoi cette origine plutôt rurale, elle a forgé ton caractère ? Elle a été essentielle dans la mesure où quand vous êtes dans une exploitation agricole, vous êtes entouré d'animaux, vous êtes immergé dans la nature, la terre, notre terre, dont on parle tant aujourd'hui, mais avec des symboles qui sont des symboles négatifs. Derrière bon, je ne vais pas rentrer dans des trucs politiques, mais beaucoup de mensonges autour de cette terre, qui est magnifique, qui a toujours su se renouveler. Et je pense que la caste paysan, des paysans, ont toujours compris un petit peu le sens de cette terre, les animaux qui l'habitent, et un rôle qui était essentiel, c'est-à-dire quand tu es dans une exploitation agricole où il y a des animaux, l'élevage, tu travailles 7 jours sur 7. Tu es dans le partage, l'amour aussi pour les animaux que tu élèves. On a tous un rôle qui est extrêmement important parce que ça permettait de nourrir sa famille avant tout et de nourrir les autres autour de soi. Donc ça nous a amené et ça m'a développé le sens du service client. Servir des clients avec un produit de qualité, un produit qui a été fait avec amour, avec passion et avec beaucoup de travail. Et donc c'est toutes ces valeurs aujourd'hui que j'ai ancrées en moi, c'est-à-dire qu'on retransforme sur un côté un peu plus entrepreneurial, c'est-à-dire le travail. Le travail, sans travail, il est très compliqué de pouvoir y arriver. Au moins dans la durée. J'ai 62 ans aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise de parler de durée que je pouvais l'être il y a 30 ans. Et puis dans la qualité des produits que l'on fabrique, que l'on distribue, et dans le service client. Donc c'est avoir de l'empathie. Et comprendre un petit peu ce que vous appelez, ce qu'on appelle le besoin client, mais moi je dirais l'envie client, et le respecter à travers le travail que l'on réalise pour lui. C'est ce que j'ai appris dans l'exploitation agricole, avec une grand-mère qui m'a appris vraiment la beauté de cette qualité de service, de travail. Elle était vraiment, les clients pour nous, elle était des dieux que l'on devait servir, et en se faisant respecter. Voilà. Donc c'est un échange en fait, et c'est ce partage que j'aime, c'est ce partage que j'ai appris à l'exploitation agricole, c'est le respect de la terre, le respect de ce qui l'habite, les animaux, les humains, et de réaliser un travail de qualité, de faire notre devoir le mieux possible. C'est extrêmement simple, mais en fait on s'aperçoit aujourd'hui que plus on complique les choses, plus on ne comprend plus rien. On est dans des non-sens permanents. On est obligé aujourd'hui de créer des normes en permanence qui déresponsabilisent les gens et qui les éloignent en fait de notre propre réalité. Et tout à l'heure, tu parlais des souvenirs d'enfance. C'est quoi tes souvenirs les plus marquants ? Tu gardes quoi comme souvenir de ta jeunesse ? Mes souvenirs les plus marquants, j'en reviens toujours à la même chose, c'est des souvenirs d'amour, de partage, de joie, de travail bien fait, la saison des foins qui se finissait toujours par des repas de famille sous les Trois Chênes, où j'étais encore il y a 2 jours avec des clients qui venaient des Dom-Tom, de Martinique, Guadeloupe, Maurice. C'est vraiment l'incarnation à travers la nature, et des choses extrêmement simples.
C'est vraiment l'utilisation de notre environnement avec respect, avec de la joie, avec de l'amour du partage, de la simplicité. C'est vraiment de l'amour à plein pot. Et c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps. Tu sais, mon gros problème que j'ai eu dans ma vie, j'ai connu l'amour ultime lorsque j'étais enfant, l'extase, mais l'extase familiale, environnementale, etc. Être heureux d'être soi, en fait. Et c'est ce qui te met la barre un peu haute après et qui te pousse à t'élever pour pouvoir garder cette fréquence vibratoire qui est vraiment dans l'amour et le partage et qui malheureusement à un moment donné te rend beaucoup plus singulier par rapport au monde aujourd'hui qui est de plus en plus égoïste et de plus en plus intolérant et qui te marginalise. Mais je préfère être marginalisé en gardant mes bonnes vibrations et cette fréquence et vivre dans un monde qui me semble beaucoup plus réel et vrai que celui que le système a construit. Et d'où ça vient ton énergie inépuisable ? Mon énergie n'est pas inépuisable, elle est ce qu'elle est depuis 60 et quelques années. Ça, c'est quelque chose que je dois à mes parents, probablement, à ma mère qui a aujourd'hui 82 ans et qui a beaucoup d'énergie. C'est un lien, c'est des racines familiales très ancrées, très centrées, qui me permettent d'avoir cette énergie. C'est un mental, je pense que c'est très jeune, la perception de quelque chose d'invisible qui m'anime et dans lequel je suis connecté. Donc je ne suis pas... On va dire que c'est pas inépuisable, mais donc tu es conscient que tu as une espèce de source invisible dans laquelle tu puises une certaine forme d'énergie. On est tous connectés au monde de l'invisible, sauf qu'il y en a qui en sont conscients et d'autres qui ne le sont pas. Et il est beaucoup plus... vous savez, c'est je crois ce que je vois. Moi, je crois ce que je vois pas. Je crois ce que je sens. Et je suis plus aujourd'hui dans le ressenti que dans l'intellect. Je suis plus dans l'esprit que dans le mental. Donc, et je me laisse aller dans ce sens-là. Et chaque problème, une solution arrive à partir du moment où on est connecté avec ce monde de l'invisible, qu'on reste sur nos valeurs de base, qui sont importantes parce qu'elles permettent de ne pas polluer ton âme et ton énergie à travers des choses négatives. Et quand tu es dans le positif, quand tu es dans l'amour, comme je dis à chaque fois, et dans l'empathie, eh bien, beaucoup de solutions arrivent d'elles-mêmes sans que tu aies besoin de dépenser énormément d'énergie négative. Donc je dirais que je suis un petit peu feignant dans la mesure où des fois je me laisse aller et je me laisse entre les bras du destin pour ne pas forcer. Je ne force jamais les choses. Ça, voilà, je les accepte. Je les accepte, je lâche prise, je pardonne. Voilà, c'est vraiment le grand triptyque, c'est accepter, lâcher prise et mettre de l'amour dans ce qu'on le fait en pardonnant. Et ça, c'est un triptyque que j'ai compris depuis très longtemps et qui m'évite de mener des combats inutiles. Et les plus gros combats et les plus difficiles sont ceux contre soi-même. Donc j'essaie de rester l'enfant que je suis depuis tout le temps et de rester en lien avec lui en ayant bien sûr les pieds sur terre et en vivant comme un adulte. Il ne s'agit pas de devenir un débile mental en étant un gamin idiot. C'est vraiment l'enfant intérieur dont je parle. Et c'est quoi les valeurs qui t'ont vraiment guidé dans ton choix de vie ? Le courage, la loyauté, le sens de l'honneur, la dignité, le travail, l'amour, bien sûr. C'est vraiment mon background de valeurs, le respect, bien sûr. C'est vraiment mon background de valeurs de base dans lequel j'ai toujours été le plus intransigeant possible. Et, tu négocies pas avec ça ? Non, on ne peut pas négocier avec ça parce que ça fait partie de mon ADN, en fait. Après, beaucoup de choses sont perçues de manière différente. Il y a ce que l'on ressent profondément et ce que l'on interprète. C'est deux choses complètement différentes. Il y a des choses qui sont et qui sont inamovibles et qui sont réelles. Et puis il y a des choses que l'on perçoit et qu'on interprète avec nos sens
avec ce que l'on voit, avec ce que l'on entend, avec ce que l'on sent, avec ce que l'on touche, qui sont des choses qui après font appel des fois au mental, parce qu'on est construit, on est un esprit qui arrive et après on est construit dans le mental. C'est-à-dire que notre société, dès nos premiers souffles, on est construit de manière mentale, avec des choses qui ne font peut-être pas partie de notre être intérieur de base. Voilà. On est un peu modélisé. Un peu beaucoup. Et de plus en plus. D'accord. On est normé. Comme toutes les normes qui sortent de partout, l'être humain aujourd'hui est normé. Et ce qui fait... Il doit répondre à des cases bien précises, doit rentrer dans des cases. Voilà. Et quand on est dans mon état d'esprit, dans ma philosophie, en tous les cas mon souci de vivre libre, le plus libre possible, respectueux bien sûr des règles, on est hors norme. Donc quand on est hors norme, on est en marge, et quand on est en marge, on est un délinquant du système. Mais on est un enfant de la vie. Et comment est née, comme tu parles de la vie, comment est née ton envie de créer ton propre empire, enfin ta propre entreprise? En fait, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Tu sais, quand tu es dans une ferme agricole, que tu rentres de l'école, qui était pour moi une prison, où j'apprenais des choses que je n'avais pas envie d'apprendre, où je me sentais étouffé, où je me sentais agressé par des choses qu'on voulait m'apprendre et que je ne ressentais pas, et que tu te retrouves après dans l'exploitation agricole en train de courir dans les prés pour aller chercher les chèvres, les vaches, où tu vis dans un monde d'amour, de travail, de labeur, où tu es très très heureux par rapport à ça. Tu as un goût de la liberté qui est énorme en fait, et un goût de la responsabilité. C'est-à-dire tu te sens responsable quand tu vas chercher à 7-8 ans 120 chèvres dans un pré à 2 km de la maison. Tu as un sens de la responsabilité qui est portée par tes grands-parents, qui te donne une responsabilité qui est énorme. Et en fait, c'est tous ces sens de responsabilité, ce sens de la liberté, ce sens du travail, ce sens de la famille, du partage, etc., qui ont fait que je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre que d'être entrepreneur. Un entrepreneur, ça prend des risques. Un entrepreneur doit être tout le temps en mouvement, doit s'adapter, doit travailler. Et doit être différent. Moi, je me devais d'être différent, bien sûr, ce qu'on a toujours été. D'ailleurs, quand j'ai créé mon laboratoire, c'était le laboratoire Les Trois Chênes, c'était différent de tout ce qui existait. Ça a amené souvent à des moqueries. Je suis un autodidacte qui arrivait dans le monde de la pharmacie, donc je n'avais rien à faire là-dedans. J'ai toujours refusé de rentrer dans des associations patronales ou autres, pour ne pas citer de nom. Donc j'étais un petit peu un électron libre, et on n'aime pas les électrons libres. Pourtant, ils sont souvent créateurs de richesses humaines et matérielles, mais qui ne rentrent pas dans les normes. Donc tu es hors norme. On te le fait payer. On te le fait payer très cher. Et pour toi, c'est quoi la définition du travail et de la réussite ? Pour moi, la définition du travail, il faut déjà que notre travail soit quelque chose de passionnel, qu'on a envie de faire, qu'on aime faire. Mais tu sais que le mot travail, à l'origine, ça vient du mot tripalium, qui est une machine de torture. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu trouves que, du coup, il ne faudrait pas changer ce mot-là ? Parce que si c'est un truc que tu fais avec passion, ça peut pas être une machine de torture. L'étymologie du mot, elle est pas... Oui, mais dans la réalité, là, on parle de mon métier d'entrepreneur. Oui, mais la réalité mais dans la réalité du travail, c'est de l'esclavage pour la plupart. Je veux dire, la plupart subissent leur travail. La plupart subissent leur travail. Il faut être réaliste. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est extrêmement important. C'est pour ça que dans mon entreprise et mon groupe, je n'ai pas beaucoup connu de prud'hommes, de litiges, etc. Parce qu'il y a toujours eu un respect profond des gens de mon équipe qui travaillaient, qui passaient beaucoup de temps dans leur travail. Et on a toujours eu ce souci de joie, de partage, de bien-être, et puis du sens de la mission. Donner un sens, donner un sens à leur travail, à leur mission. C'est des choses qui nous ont portés, qui ont fait qu'on était différents d'ailleurs. Souvent, on m'a traité de gourou, on m'a traité de beaucoup de choses, parce que les gens ne comprenaient pas que des gens puissent aimer leur patron, comme moi j'aime mes équipes, ne comprenaient pas qu'ils puissent avoir de l'amour dans une entreprise, de l'amour vrai.
c'est quelque chose de suspect. Lucrative. Lucrative, avec, bien sûr. Du chiffre d'affaires. Et qu'en fait, on a intégré l'idée que forcément les relations, elles sont divergentes, enfin les intérêts seraient divergents entre un patron et ses collaborateurs, et que le patron s'enrichit au détriment de ses collaborateurs. Alors qu'en réalité, toi, tu as incarné tout le contraire, en fait. Non, alors il est évident qu'un patron gagne plus qu'un employé ou qu'un magasinier, mais ça c'est normal. Mais faut-il encore le risque. Oui, mais faut-il encore l'expliquer, l'accepter et ne pas s'en cacher? On est dans un monde, en France plus particulièrement, on sait vivons heureux, vivons cachés. Mais pourquoi vivre dans les ténèbres, cachés? Alors qu'on est des entrepreneurs, on est là, on crée de la richesse humaine et matérielle, les deux. Et on ne détruit pas de la richesse humaine pour construire la richesse matérielle. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les fonds d'investissement, dans ces nouvelles entreprises où, au fait, on brasse de l'argent. Il n'y a pas d'âme, en fait. Voilà, on brasse de l'argent, on brasse des tableaux Excel, on fait de la rentabilité à 2 chiffres. C'est une obsession, ça devient une névrose, mais au détriment du bonheur des employés dans une entreprise. Ouais, alors qu'une entreprise est beaucoup plus créative et beaucoup plus flex et beaucoup plus efficace quand son équipe adhère vraiment au projet de l'entreprise. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, on ne sait même pas, on n'a même plus de sens à son travail. Donc finalement, on divise les gens pour pouvoir les objectiver sur des choses qui sont opposés les uns aux autres dans une même entreprise, pour pouvoir avoir à la fin du résultat, parce que tout le monde se bagarre dans une petite tour de l'édifice. Nous, c'était ce que j'ai connu et ce que je fais aujourd'hui en Afrique aussi, on verra tout à l'heure, c'est au contraire, c'est de faire adhérer les gens. C'est leur entreprise, c'est leur mère en fait. Et ils doivent respecter l'entreprise dans laquelle ils travaillent parce que c'est leur mère qui les nourrit. Ouais, c'est la mère nourricière. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc quand tu parles comme ça, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, mon discours était un discours de babo, que j'étais un loser, parce que au lieu de faire 15% de résultats nets, tu faisais 5 ou 6% de résultats nets, donc tu devenais un mauvais. Mais j'avais des équipes qui étaient heureuses, et je pense qu'avec 10 personnes, j'étais capable de faire ce qu'aujourd'hui fait une entreprise avec 40 ou 50 personnes. Mais je pense que là, il y a un changement de paradigme qui opère au niveau de la perception de la performance des entreprises, parce que souvent, on évalue la performance d'une entreprise sur des aspects purement financiers, et maintenant, on fait quand même rentrer d'autres indicateurs qui sont extra-financiers. Et je pense qu'effectivement, toi, tes indicateurs au niveau d'avoir très peu de prud'hommes, très peu de contentieux, des relations sociales qui sont bonnes, ce genre d'indicateurs, excuse-moi, mais pour moi, ça s'inscrit totalement dans la performance aussi d'une entreprise, même si économiquement, c'est peut-être pas le premier indicateur qu'on va regarder, mais je pense que de plus en plus, il faut prendre au global, et il y a de plus en plus de rapports extra-financiers maintenant au niveau des entreprises. Et ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Par exemple, en tant qu'investisseur, maintenant, les investisseurs, ils se soucient aussi de savoir, OK, le chiffre, mais est-ce que cette entreprise, elle est saine? Est-ce que socialement, elle se comporte bien? Est-ce qu'il y a une éthique? Est-ce qu'il y a une morale, etc. Et tu as de plus en plus d'indicateurs là-dessus maintenant. Oui, mais tu vois, déjà, le mot indicateur... Oui, je parle business. Voilà, oui, mais donc c'est quelque chose qui fausse déjà les données. La réalité aujourd'hui, tu vois ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de dépôts de bilan, jamais eu autant de défaillances. On est dans un système aujourd'hui oppressant, où il est difficile d'entreprendre aujourd'hui en France, en tous les cas, vrai. Et en Europe en général. On n'est plus dans un mental d'entrepreneur, c'est fini depuis très longtemps en fait, c'est compliqué aujourd'hui. On est dans de l'administration, de la finance, et tout est fait pour détruire le petit, le moyen, pour que des gros puissent exister de plus en plus et de devenir de plus en plus gros à travers une information qui est tronquée, à travers des ports et des pressions qui sont mises au sein des entreprises, pression fiscale, pression administrative, pression des normes. Donc quand tu voyages beaucoup, comme je l'ai fait, moi j'ai fait 10 fois le tour du monde, je vis aujourd'hui en Afrique, je suis rentré, là j'étais en Inde, là je pars en Chine. Quand tu vois
tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tu te rends compte dans quel état est notre pays et dans quel état sont nos entrepreneurs. Nos entrepreneurs aujourd'hui, pour les bons, ils quittent la France. Parce qu'on est au-delà du fisc, au-delà fiscal. Moi, je l'ai pas quitté. Je l'ai pas, dans mon esprit, je l'ai pas quitté. J'ai fait en sorte que la France, le drapeau français, la culture française puisse s'exporter, mais en m'exportant moi avec. Oui, j'ai compris. J'ai pris le risque, à un moment donné, d'aller dans un continent qui n'est pas le mien, dans des religions qui ne sont pas la mienne. Je suis dans un pays musulman à 95%. Je suis un petit blanc qui arrive là-bas. Et mon bagage, c'est l'amour, c'est le partage, l'envie de réussir et surtout l'envie de faire réussir. Et c'est ce qui fait que les choses prennent. Mais ici, c'est devenu... on stigmatise ce genre de comportement. On le stigmatise. C'est-à-dire qu'un gars qui réussit dans cet esprit-là, c'est pas normal, c'est bizarre. Le gars, regarde, il parle comme nous. Ouais, c'est une anomalie dans le système. C'est une anomalie, c'est pas normal que ce gars qui réussisse dans le monde de la pharma, dans le monde du sport, etc. C'est pas normal. Il y a un truc, c'est un voyou. Pas du sérail. Donc forcément, c'est pas... C'est suspect. Voilà, c'est suspect. Il y a un truc qui n'est pas normal et il ne doit pas pouvoir y arriver. Voilà. Et en plus, on va lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Exactement. Et quelles ont été pour toi les grandes joies et les grands défis dans l'entrepreneuriat ? Dans les grandes joies dans l'entrepreneuriat, je dirais que c'est au quotidien, chaque jour que je revenais au bureau, je disais bonjour à toutes mes équipes, où je jaugeais un peu leur sourire, leurs yeux, etc., pour voir dans quel état ils étaient. Il y avait de l'humanité, quoi. Il y avait du partage, des rires, les choses étaient simples. On était capable de remplir des missions colossales, des heures de travail avec tous. Le service client, une commande qui mettait plus de 48 heures à partir, pour moi, c'était infaisable et impossible. Mais à un moment, ça n'était pas que pour moi, ça l'était pour l'ensemble des équipes qui, à un moment, convergeaient pour pouvoir amener ce service client. Et malheureusement, tout ça aujourd'hui disparaît sur l'autel des profits et des bénéfices où effectivement le service client devient secondaire. On est plus préoccupé par notre confort, nos automatismes, notre mécanique et la rentabilité à tout prix. Et toi, tu as été confronté à des difficultés judiciaires. Tu as été un peu traîné dans la boue par cette machine. Est-ce que ça a brisé un truc en toi ou au contraire ça a renforcé quelque chose ? Effectivement, 2019 a été pour moi un gros choc, inattendu, bien sûr, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait me mettre dans cette situation-là. Il n'y avait aucun signe avant-coureur ? Aucun signe avant-coureur. Je ne pouvais pas imaginer à un moment donné de me retrouver un jour interpellé dans ma chambre d'hôtel juste avant un événement où il y avait 42 nations qui arrivaient, me retrouver menotté, me retrouver en garde à vue et faire pratiquement 7 mois de prison après avec un scénario devant moi où j'avais l'impression de voir un film, un mauvais film qui n'était pas du tout ma vie, qui était ma vie, mais interprétée dans une autre interprétation. Oui, c'était un gros choc, une grosse déception, un gros sentiment d'injustice, mais ça a surtout été une déchirure pour moi familiale, puisque mes enfants ont été touchés, ma compagne a été touchée. Oui, ça a impacté tout ton premier cercle. Mon équipe a été touchée. Et donc, ça a été vraiment une volonté de destruction totale de quelqu'un qui ne convenait pas, qui était pour eux hors norme et qu'il fallait descendre. D'ailleurs, c'est ce qu'à l'époque le juge m'avait dit. Il m'a dit « Favre, je vais vous tuer, c'est fini, vous allez faire des années de prison, payer des millions d'euros ». Donc tu vois, tu te retrouves, tu es dans une dynamique d'entrepreneuriat, de construire, de partage, où j'ai aucun fournisseur avec lequel j'ai eu des problèmes, mes clients étaient servis correctement, et à un moment, tu te retrouves devant un juge qui te broie, et qui, dans sa suprématie de pouvoir, t'écrase. Tu as senti que la machine judiciaire, elle était implacable ?
Bah, la machine judiciaire, à ce moment-là, tu sens même plus rien, tu es anesthésié. Tu te sens, tu te demandes ce qui t'arrive. Des fois, tu essayes de dire, mais réveille-toi, il y a un problème. Et puis là, après, tu passes dans le doute. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai commis comme erreur? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, j'ai le syndrome, moi, de l'autodidacte qui veut bien faire, mais peut-être, des fois, n'a pas fait forcément les choses bien. Donc, tu te poses des questions. Ouais, tu te remets en question. Bah, tu te demandes, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a pu faire qu'on en arrive là? Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu es dans un monde qui n'est pas ton monde, qui est méchant, violent, injuste, sous couvert de justice, injuste. Et finalement, on a décidé de te casser parce que tu ne correspondais pas aux normes. Et que tu rentrais dans aucune case. Puis que probablement, voilà, un juge, probablement un peu pervers narcissique, ta gueule ne lui revient pas, la vie que tu as ne lui revient pas, et il estime que c'est pas normal que tu mènes cette vie. Et regarde, ça fait 6 ans, rien n'a bougé. Je suis toujours en contrôle judiciaire. Ah ouais? Toujours pas levé, ça? Voilà. Depuis 4 ans, je n'ai jamais été entendu, jamais écouté. Le juge a été destitué, pas pour mon affaire, mais pour d'autres choses dans son comportement. Il y a eu 2 autres juges, il y a eu un procureur qui a changé. D'accord. Le dossier qui est énorme en présentation, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Personne l'ouvre parce qu'ils ont tellement de boulot, les magistrats, malheureusement. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont saturés. Les pauvres, franchement, on est dans un état... Les tribunaux sont saturés. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Il n'y peut rien. Hein. Oui. Moi, j'ai de la haine contre personne, ni contre le juge qui m'a mis dans cette situation, ni contre personne. Personne. Mais c'est quoi les implications pour toi aujourd'hui ? Mais elles sont dramatiques. Aujourd'hui, moi, mes implications, j'ai été anéanti au niveau bancaire. J'ai été obligé de vendre mon groupe. Je suis encore fiché comme criminel stupéfiant partout. Donc, je ne peux pas sortir du pays sans demander, avertir le juge. Je suis, ma vie a basculé en France, tout au moins, a basculé du jour au lendemain. Je suis passé de l'entrepreneur modèle et autodidacte à un délinquant voyou, et les réseaux sociaux et tout le reste a déversé pour une partie son fiel d'ignorants qui ne connaissent pas la situation et qui jugent comme a probablement jugé le juge, et puis une autre partie qui comprend et qui soutient, et qui est beaucoup plus forte et puissante d'ailleurs que les autres. Mais ça, c'est la vie, c'est le yin et le yang, le plus et le moins. Et on continue sa vie, on prend acte, et à un moment, on se dit, bon, je ne corresponds plus à mon environnement, je suis peut-être out, je suis peut-être devenu obsolète dans le système où on est aujourd'hui. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux changer et adhérer à ce système ? Non. Donc j'ai vendu mon entreprise et j'ai gardé ma marque Eric Favre. Je suis propriétaire de la marque Eric Favre. Et après une période un peu de réflexion et autres, j'ai décidé de réentreprendre dans un autre continent qui est l'Afrique, et où je suis installé au Sénégal depuis bientôt 3 ans. Tout simplement. Parce qu'après une épreuve comme ça, concrètement, tu as 2 solutions. Soit tu t'effondres définitivement et on n'entend plus jamais parler de toi, ou soit tu te relèves et tu décides de réécrire encore un autre chapitre. Toi, tu as fait le choix de réécrire. Tu sais, Sonia, il y a une chose très importante que je dis, j'explique. En fait, je n'ai jamais été aussi fier de moi durant mes 7 mois de prison. Pour une raison simple. C'est qu'avant, à chaque fois, je disais « le pouvoir et l'argent ne m'intéressent pas ». Et on me répondait toujours « ouais, c'est facile à dire, tu as de l'argent, tu es entrepreneur, tu gagnes bien ta vie, et du pouvoir, tu as un petit pouvoir sur tes équipes et sur les trucs comme ça ». Quand je me suis retrouvé à 55 ans en prison, dans un milieu hostile, sans rien, pendant même plus d'1 mois, j'ai même pas eu d'accès à l'extérieur, à rien du tout, et que je gardais le sourire, et que je m'occupais des autres, à leur faire du sport et des choses comme ça, et que finalement, je me suis rendu compte que je restais moi-même, et que je pouvais me contenter quelque part de là où je me trouvais, sans haine, et avec beaucoup de souffrance pour les miens, surtout qui souffraient encore certainement plus.
Je pense que tu avais plus mal pour Oui, ton que je entourage que souffrais pour moi. toi-même. Voilà, je dormais, je mangeais, j'étais dans un milieu hostile, mais parfois à l'extérieur c'est aussi hostile et il y a autant d'injustices des fois à l'extérieur, mais on les vit pas de la même Et t'es manière. pas là pour les protéger non Voilà. plus. Et là, je souhaitais bien sûr sortir le plus vite possible parce que c'est difficile, mais je me suis dit finalement, tu ne t'es jamais menti à toi-même. L'argent et le pouvoir n'est pas ton moteur. Mon moteur, c'est d'entreprendre, c'est de créer, de partager, de développer. Donc ça t'a confirmé. ça m'a confirmé vraiment quelque chose que je ressentais, mais qui était mis en doute par tout le monde, tout le temps. Donc aujourd'hui, on m'a tout pris. Quand je suis rentré, et je suis sorti de prison, il me restait 200 euros sur mes comptes. Ils m'ont tout saisi, toute ma vie, mes biens, mes comptes, tout est encore saisi. Et je ne pouvais Là, pas voir. aujourd'hui, c'est séquestré. Oui, toujours. Je ne pouvais pas voir mes fils. Joli. Je ne pouvais pas voir ma compagne. Je suis resté plus d'1 an sans voir mes enfants. C'est fou. Et pourquoi tu n'avais pas le droit de les voir? Parce que j'étais dangereux. Je risquais de récidiver des choses que je n'ai jamais faites. C'est fou. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'injustice. En tous les cas, pour moi, c'est une injustice. Mais ça, c'est pour t'atteindre psychologiquement, ça. Je sais pas. Oui, tout a été fait pour m'atteindre psychologiquement, puisqu'on a mis même mon fils aîné en prison. Alors, on m'a empêché de voir les miens. J'ai vraiment, c'était Pablo Escobar, quoi, en fait. Tu vois. J'ai eu une enquête pendant 2 ans et demi avec peut-être 70 enquêteurs. Ils ont mis des moyens colossaux pour suivre un entrepreneur, un gars, je veux dire, qui faisait son boulot, qui plantait le drapeau français, qui était heureux, etc., où on m'a accusé de choses. Mais j'étais en face d'ignorants, vraiment d'ignorants. Ils ont vu, ils ont suivi, ils ont fait des écoutes. Moi, je pense que quelque chose que tu ne comprends pas, ça te fait peur. Oui. Et je pense que toi, tu échappes totalement à leur logique. Oui. Ton parcours. En fait, ils comprennent rien de ton affaire, là. Ils comprennent rien de qui tu es et de ton histoire. Et du coup, quand tu comprends pas, t'es effrayé et tu es dans l'autre sentiment, là, de l'autre côté. Parce que toi, tu parles d'amour, mais eux, ils sont dans la peur, en fait. Parce que ce que tu comprends dans la pas, haine aussi. La peur, la haine, l'incompréhension totale, c'est quelque chose qui leur échappe totalement, en fait. Ils ne te comprennent pas. Non, je pense aussi et c'est là, l'acharnement, il vient de là aussi. Oui, mais je pense qu'aussi, c'est leur formation. Et ils sont formés... Avoir le mal partout? Non, c'est pas avoir le mal partout. Tu sais, il y a une réflexion qui m'a... Puisque tu imagines que j'ai eu beaucoup de contrôles fiscaux. Oui, j'imagine. Ouais. Et à un moment, quand tu as un contrôleur fiscal qui te dit « Mais Monsieur Favre, n'oubliez pas que vous êtes notre associé ». Je lui dis « En quoi je suis votre associé ?» Il me dit « Mais Monsieur Favre, travaille pour l'État, c'est ça ? Monsieur Favre, quand vous faites 10 000 euros de frais par mois, c'est 30% d'impôts que l'État ne touchera pas. Ah. C'est 3 000 euros d'impôts en moins. Donc, vous êtes notre associé. C'est-à-dire que si à un moment donné, que tu payes les salaires de tes employés, que tu fasses vivre des fournisseurs, des restaurants, une économie, ils n'en ont rien à foutre. La seule chose qu'ils voient, c'est qu'à la fin, ça doit rapporter de l'argent, un max à l'État. Oui, ils ne voient que la recette fiscale. Eux. Voilà. Et donc, ils partent du principe qu'à un moment donné, si tu peux rouler dans une Dacia, aller dans un Formule 1 et faire des économies sur ta propre vie, tu es un bon contribuable et un bon citoyen. En plus, je suis parti sur Luxembourg et Dubaï. Donc pour eux, je suis un évadé fiscal. Alors que j'exporte dans 72 pays. Je suis parti au départ au Luxembourg parce que j'estimais que c'était une plateforme européenne qui était intéressante. Mais il se trouvait que la vie de l'entreprise a fait que je travaille aujourd'hui à 30%, 40% sur la Chine, le Moyen-Orient. Donc Dubaï était beaucoup plus adapté. Et effectivement, au niveau fiscal, beaucoup plus intéressant. Oui, c'est clair. Et c'était pour continuer à faire croître mon groupe de manière intelligente. Oui, c'était une stratégie de croissance. Donc quand ils m'ont fait tomber, ma société à Hong Kong, à Shanghai, au Maroc, tout ça, à Dubaï, tout est tombé. J'ai tout perdu. Parce que quand tu ne vas pas là-bas, que tu ne fais plus vivre tes entreprises, là-bas, tout est tombé. Ils m'ont tout tombé. Ils sont contents. Mais ils ont détruit énormément de richesses dans notre pays, ici en France. Et on est dans une... C'est pour ça que ça va mal, en fait. Ben oui, c'est pour ça que ça va mal, parce que... On est géré par des bureaucrates, ça peut pas bien se passer. Par des technocrates, bureaucrates, tu payes, tu travailles. Donc les gens qui réfléchissent un peu, ils partent, mais bientôt on va leur empêcher de partir. Bientôt, on va recevoir toute la misère du monde, mais ceux qui ont la capacité de créer des valeurs en France, on va les obliger bientôt à rester.
Donc on est dans un paradigme qui est un petit peu compliqué. Hein. Et après cet épisode où tout a été détruit par cette machine, il y a eu le moment de la reconstruction. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, moi, si tu veux, Sonia, j'ai pas pris ça comme de la destruction. Non, il y a quand même eu une rupture. Il y a quand même eu une volonté de te nuire. De m'éteindre. Au-delà. Oui, de m'éteindre. Au-delà de tout bon sens, quoi. Oui, il y a eu une volonté de m'éteindre. J'ai un profil qui est atypique. Moi, j'ai toujours été un homme infidèle. J'ai eu plusieurs femmes. J'ai vécu et profité de la vie en même temps. Comme ils m'ont suivi, ils m'ont vu, ils ont vu tout ça. Donc pour eux, j'étais vraiment une saloperie, quoi, en fait. Tu veux dire que tu as été jugé aussi? Ah oui, oui, bien sûr. Sur des aspects moraux? Mais quand ils ont ils ont jugé ta vie privée aussi? Oui, bien sûr. Quand ils ont auditionné ma compagne, ils ont auditionné d'autres femmes avec qui j'étais. Ils ont essayé de les soulever contre moi en me disant que je les manipulais. Parce que ils s'en sont servis, si une femme à qui tu dis que tu es un homme infidèle et qu'elle le sait, elle l'accepte, elle est manipulée. Elle est manipulée, forcément. Donc c'est arrivé à un niveau... C'est n'importe quoi. Non, mais c'est arrivé à un niveau, c'était un film. Tout dépend, parce que toi, je te connais à titre personnel, je sais que tu es très transparent et très clair sur qui tu es, ce que tu fais, etc. Tu caches pas, en fait. Non. Tu es vraiment honnête. Et en fait, si une femme, il n'y a aucun jugement à avoir, si une femme, elle accepte la situation et qu'elle entretient une relation, avec toi en toute connaissance de cause, ça lui appartient, en fait. Il n'y a pas de jugement moral à avoir sur ça, en fait. Oui, mais c'est un amalgame de beaucoup de choses. Parce qu'on n'est pas, c'est pas le juge aux affaires familiales que oui, tu as mais c'est la même chose. toi, tu vois. Tu sais, à un moment, ils ont un tel pouvoir. Ils ont un pouvoir qui est insensé. Et tu te rends compte que ils m'ont fait tomber, ils m'ont tout pris il y a 6 ans. 6 ans. 6 ans. Moi, un petit mec français qui s'est construit. Je le dis souvent, j'ai pas pris un jour de chômage de ma vie, pas un jour de maladie de ma vie. Je n'ai jamais abusé de la sécurité sociale, parce que je suis jamais malade, je touche du bois. Je veux dire, j'ai contribué à des millions d'euros de l'entreprise, perso, d'impôts, de taxes, de charges et autres. Et ils te maltraitent, te foutent en tôle, avec des 10 chefs d'inculpation complètement débiles sur des choses que je n'ai jamais faites, et je jure devant le bon Dieu et devant tout que je n'ai jamais fait ce quoi on m'a reproché, notamment de tout ce qui est trafic de stéroïdes anabolisants. Jamais, mais il faudrait être débile mental, il faudrait être un débile. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, c'est quoi le délire, quoi, en fait? S'ils tuent tous les mecs comme moi, ils vont tuer la France, ils vont tuer le tissu économique de la France. Et quand tu réfléchis à ça, tu dis, bon, à un moment, il n'y a plus rien à faire, là. Arrête. Ouais, tu t'es dit, je ne vais pas faire dans l'acharnement, là. Non, ça ne sert à rien. Tu dirais, à un moment, tu sais, moi, je pars d'un principe, quand les gens ne veulent pas de toi, tu tires ta route. Ouais. Je ne vais pas essayer de me battre pour m'imposer, etc. Et aujourd'hui, je mets mon expérience au service d'une jeunesse africaine avec lequel j'essaye de construire. Je vais construire un groupe. Je le fais avec beaucoup d'amour, avec partage, parce qu'aujourd'hui, mes envies ne sont plus les mêmes que celles il y a 10 ans. Oui, parce que tu n'en es pas au même stade dans ta vie. Voilà. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu n'as plus rien à te prouver à toi. Mais j'ai il y a longtemps, il y a longtemps que j'ai plus rien à me prouver à moi-même. La seule chose qui m'importait, c'était pas de me prouver, c'est de pouvoir vivre la vie que j'avais envie de vivre le plus librement possible et sans nuire à autrui. Et je ne pense pas avoir nui à autrui, hormis à un État qui à un moment donné estimait que c'était pas suffisant ou que c'était trop, je sais pas. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, encore une fois, c'est sans regret. La vie que j'ai aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis sur une nouvelle trajectoire. Je suis un autre homme. Comment ça s'est passé, ton switch, en fait, entre ce moment où tu t'es dit, bon, là, c'est trop pour moi. Je vais vraiment faire ma vie ailleurs, dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions, parce que là, il y a un truc il y a eu une coupure, une rupture. Ça s'est fait de manière totalement naturelle, c'est-à-dire que je me suis jamais dit toutes ces choses, en fait. Non. Voilà. Tu sais, moi je suis le vent. Je suis le vent de la vie. Donc ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement. J'ai continué. Des clients voulaient me rencontrer. Je suis allé en Afrique. J'ai rebougé dès que j'ai pu sortir, c'est-à-dire au bout de
3 ans après mon Dès que histoire. tu as retrouvé la liberté, Dès que j'ai retrouvé un petit peu de liberté, au moins de sortir de nos frontières, je suis ressorti. Je suis allé voir nos clients, mes amis en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, etc. Et à un moment donné, une rencontre fait qu'au Sénégal, j'ai rencontré un de mes distributeurs qui avait monté un magasin. Et puis, du coup, j'ai voulu l'aider. Et puis, à un moment, je me suis aperçu qu'il nous baladait depuis un petit moment. Donc, j'ai repris le lead. J'ai repris la distribution de ma marque avec mon groupe. Et j'ai racheté des médias là-bas. On a fait beaucoup d'investissements. J'ai investi. Je n'ai fait qu'investir. Je n'ai pas gagné un centime d'euro depuis 3 ans en Afrique. Comme j'ai vendu mon groupe, je m'étais récupéré un petit peu d'argent et j'ai réinvesti. Au lieu de m'acheter une maison à Saint-Tropez ou une Ferrari, une Lamborghini, j'ai préféré investir dans l'entrepreneuriat, mais entreprendre en Afrique. Et aujourd'hui, on a 70 emplois à peu près qui ont été créés. Je suis reçu de manière plus que correcte par les gens en Afrique, par le gouvernement, qui voient en moi une opportunité de développer l'entrepreneuriat et être un exemple pour la jeunesse. Plutôt que d'être un paria ou un voyou comme je le suis aujourd'hui dans mon propre pays. Mais tu ne trouves pas que c'est vraiment un paradoxe de te dire que dans ton pays à toi, tu as subi une forme de maltraitance et que en Afrique, qui n'est pas tes terres d'origine, là on te sort le tapis rouge, on te respecte. On ne me sort pas le tapis rouge, mais on me respecte. Ils peuvent te sortir le tapis rouge quand même. Oui, ils mais peuvent. Ce soir, j'ai une récompense et je sais qu'il y a un tapis rouge ce soir, mais écoute, en tout cas, c'est certain que on n'est pas messie en son pays. En fait. Mais tu sais, moi j'aime mon pays, j'aime la France. Mais je sais. J'aime la France. C'est pour ça que je trouve ça particulièrement injuste, le traitement qui a été fait. Mais les gens qui dirigent la France ne sont pas la France. Non, c'est sûr. Voilà, donc, et je ne veux pas rentrer dans cette bagarre, je ne veux pas critiquer. À quoi sert de critiquer dans la mesure où je ne peux rien y faire. Et encore moins aujourd'hui. Et encore moins aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un repris de justice, quoi, en fait, quelque part. Donc, je ne peux rien y faire. Donc, ma seule manière de contribuer à la beauté et à mon amour de la France, c'est d'emmener mon âme de Français dans un pays qui est l'Afrique et de montrer une autre image de la France en Afrique. Et de montrer que la France, elle peut être généreuse, elle peut partager, elle peut aider, elle peut créer de la valeur là-bas en Afrique pour les Africains et contribuer à la souveraineté africaine. Souveraineté que malheureusement mon pays, la France, a perdue. Et mon âme je dirais un peu libre, j'ai envie de contribuer à la liberté de ce peuple africain qui a encore aujourd'hui la capacité de préserver sa souveraineté. Donc c'est une mission un petit peu pour moi qui me plaît. Et c'est en tant que Français, amoureux de la France, mais qui ne peut plus rien faire ici en France. Je ne peux plus, je suis grillé, je suis mort. Partout où je vais aller, dans les institutions et des trucs comme ça, Éric Favre, c'est sale. T'as l'impression d'être blacklisté. Ah, mais c'est pas une impression, je suis blacklisté. Vraiment. Donc là-bas, j'ai un terrain de jeu et d'expansion où mon expérience peut créer de la valeur humaine avant tout. Et tu te sens utile. Je me sens utile, je me sens heureux, je me sens aimé et en amour avec l'Afrique. Donc je peux aimer mon pays, mais c'est pas parce que j'aime mon pays que je ne vais pas aimer l'Afrique. Et pour moi, c'est une expérience qui est magnifique parce que quand je reviens ici, que je vois, j'entends parler des musulmans, des machins, de toutes ces haines et cette incompréhension et cette intolérance, je vis dans un pays où il y a 95% de musulmans, où je suis heureux, où je suis intégré, où dans mon bureau, dans mes entrepôts, il y a une mosquée, une petite pièce pour hommes et pour femmes pour qu'ils puissent prier, parce que je suis là-bas et je me suis adapté. Je suis ce que j'aurais aimé que tout immigré français fasse ici en France, respecte. C'est ça. La culture, l'art, le savoir-vivre français. Mais ce n'est pas la faute des immigrés, c'est la faute de notre gouvernement, de notre système. De ceux qui sont censés être aux affaires, quoi. Bien sûr, qui ne se font pas respecter. Et qui ne font pas le travail. Et qui divisent. Donc voilà, donc pour moi c'est une expérience entrepreneuriale, c'est une expérience humaine qui est super intéressante. Et donc aujourd'hui tu es installé au Sénégal. Oui. Au pays de la Teranga. Oui, exactement. Et c'est quoi l'accueil qui t'a été fait là-bas ? Au début, méfiance. Ah ouais. Oui, je reste un blanc français. Avec des yeux bleus. Avec des yeux bleus, oui, qui vient
qui vient sur leur plate-bande, où en face de toi, bah, tu as un ordre établi, entrepreneurial, etc. Donc j'ai toujours pris le soin de ne jamais venir sur des domaines qui étaient déjà travaillés. J'ai essayé d'innover. C'est ce que je dis souvent, je ne suis pas venu pour prendre, je suis venu pour donner. Et je ne suis pas venu prendre le boulot des autres, je suis venu créer des emplois. Donc j'y suis allé de manière parcimonieuse, j'y ai investi, j'ai pris des risques. Je prends le risque de perdre tout ce que j'ai investi. Mais souvent, quand mes amis me disent « mais t'es un malade, là-bas c'est instable, tu sais jamais, on peut tout prendre », je dis « mais qu'est-ce que tu veux qui m'arrive de plus que ce qui m'est arrivé en 2019 en France où on m'a tout pris et où je me suis retrouvé en prison. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? On va me tuer ? Et alors, c'est pas grave. À un moment donné, voilà. Donc, il n'y a rien qui ne peut t'arrêter à un moment quand tu es en adéquation avec toi-même. Quand tu as ton énergie, je ne peux pas à un moment donné la contrôler. Voilà, je dois la mettre au service d'une bonne cause. Et pour moi, c'est une bonne cause. Et aujourd'hui, tu es aligné entre ce que tu fais et je suis aligné avec l'évolution de ce qui se passe en Afrique, qui aujourd'hui, l'Afrique est en train de changer. Moi, je respecte les normes, je respecte les règles, je respecte la fiscalité. Je ne suis pas allé en Afrique pour tricher. Je suis allé en Afrique pour montrer un exemple d'entrepreneuriat vertueux, constructif et dans le partage. Et pour moi, c'est magnifique parce que je reprends une histoire là où elle s'arrêtait en France, où je ne suis pas mort de ma mort naturelle d'une entreprise. Je n'ai pas déposé de bilan. Non. Je n'ai jamais déposé de bilan de ma vie, dans aucune entreprise. Mais mon pays, à un moment donné, a décidé de me tuer. Donc, à un moment, voilà, je continue mon chemin d'entrepreneur, mais sur d'autres terres. Tout simplement. Rien de plus compliqué. Et à travers ces épreuves, c'est quoi qui t'a permis de garder la foi ? Ce qui m'a permis de garder la foi, c'est justement de savoir lâcher prise, de te dire finalement la vie est belle, il n'y a rien d'important, c'est que de l'argent, du pouvoir. Il faut à un moment, je sors d'une zone de confort où j'avais mes repères, j'avais mon petit truc, donc là je me suis retrouvé dans le néant. Où j'ai appris beaucoup de choses également à ce moment-là. Et puis finalement, on est sur une autre trajectoire et à nous de créer un environnement dans lequel on a envie d'évoluer, on a envie de vivre, et où, encore une fois, l'amour, le partage, la joie, la bienveillance reste le sujet principal, et ne pas tomber, j'ai pas envie de m'abîmer à tomber dans la haine, le regret, j'ai pas envie de m'abîmer avec ça. On sent que chez toi, le pardon, c'est quelque chose de fondamental et que tu fais pas semblant quand tu parles de ça. Je ne fais pas semblant parce qu'en fait, je me donne le droit de tout. Je me donne le droit d'être brillant, d'être stupide. Je me donne tous les droits, en fait. Parce que finalement, qui peut m'obliger à être ce que je n'ai pas, ce que je ne suis pas déjà, ou ce que je n'ai pas envie d'être. Donc, comme toute ma vie, on m'a pris pour un débile mental, on m'a pris pour un idiot ou un gars qui a eu de la chance, ou si je n'avais pas eu de la chance, probablement un gars qui avait triché. Combien de fois j'ai entendu « Ouais, Favre, il tuerait père et mère pour y arriver », alors que c'est à des années-lumière de mes préceptes. Mais tu es jugé sur ton apparence. J'ai une apparence de baroudeur, un truc comme ça, mais mon cœur est tendre, et j'aime que mon cœur soit tendre. Combien de fois on m'a dit « Tu es trop gentil », mais je préfère être gentil et être des fois moqué. Mais je préfère ça que on me dit tu devrais ça, tu devrais ci. Mais regarde où je suis à 62 ans, je suis en pleine forme, je suis heureux, j'ai de l'amour autour de moi, j'ai de l'espoir. Donc pourquoi je deviendrais autre que d'être quelqu'un de bienveillant, des fois de basique, primaire, mais pas tordu, jamais tordu. Mais je me laisse pas marcher sur les pieds, et quand il faut aller au combat ou il faut aller à la guerre, j'y suis, je serai toujours le premier et je serai devant mes hommes. Voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça incarne la liberté aujourd'hui ? La liberté, pour moi, ça incarne la créativité, le mouvement, ça incarne la lumière, ça incarne l'amour, la bonté, ça incarne beaucoup de choses, la responsabilité, parce que d'être libre, c'est être responsable. Il est beaucoup plus facile d'être dans une structure, dans une organisation, protégée, alimentée, où tu n'as pas à réfléchir et vivre comme on dit souvent des moutons.
Non, vivre libre, c'est vivre dans un endroit sauvage, hostile des fois, où ça te demande d'avoir de l'imagination, d'avoir l'instinct de survie, d'être obligé d'être créatif, etc. Pour moi, c'est ça la liberté, je veux dire, ni plus ni moins. Et aujourd'hui, tu parles, tu écris, tu inspires. Et toi, c'est qui t'a inspiré? Qui t'a inspiré? Qui t'a donné envie? Qui a incarné un modèle pour toi? J'ai pas de modèle particulier et unique. J'ai eu en partie mes parents, mes grands-parents. J'ai eu Johnny Hallyday. Je dis, tout le monde se fout de ma gueule chaque fois que je le dis. Tu aimais beaucoup Johnny. Mais quelque part, c'était Johnny, si tu veux, a été entre mon père et mon grand-père, quelqu'un qui m'a donné une aspiration sur la Trinité, en fait. C'est complètement débile, mais c'est une réalité. Et quelque part m'a donné un espace de liberté, parce qu'en fait, ton père veut t'enfermer dans ce qu'il n'a pas réussi, il veut que toi tu réussisses, il a envie que tu sois ce qu'il a envie d'être, et ton grand-père, la même chose. Ouais. Mais quand ton grand-père et ton père sont tes deux dieux quelque part, et que chacun d'eux veut t'emmener sur une route qui n'est pas la tienne, tu te trouves en distorsion, et que tu as un troisième qui arrive là, qui est, qui est un artiste de variété, mais qui m'a donné une fenêtre de liberté, et qui m'a focusé sur autre chose, et en oubliant un peu mon père et mon grand-père, ou au moins les problèmes qui pouvaient me créer en distorsion, pour suivre un chemin de liberté. Et c'est un peu... voilà, c'est idiot, mais si on l'explique sur le plan psycho, ça se comprend. Et finalement, on rejoint un petit peu certains préceptes philosophiques ou religieux, etc. C'est pas le Messie, c'est un homme simple avec ses qualités et ses défauts, mais ça a été pour moi un petit espace de liberté, une petite lumière qui m'a permis de me faire mon propre chemin. Et lui, tu l'as rencontré en plus? Oui, mais voilà, c'est la magie de la vie, puisque j'avais toujours dit à ma mère depuis l'âge de 10 ans qu'un jour je rencontrerais Johnny, que je ferais quelque chose avec lui. C'est ce que j'ai fait en 95, tu vois, il y a 30 ans maintenant. Où effectivement on a fait un produit ensemble, je l'avais contacté, il était à la Lorada, et son secrétaire m'a rappelé une semaine après, on a fait un truc ensemble, c'était un échec, il était, la sortie de mon produit, il était sorti raide mort du Papagayo. Voilà, je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai jamais été déçu, parce que je m'attendais à rien d'autre qu'un homme comme les autres, qui a rempli... une carrière d'artiste de manière comme il le sentait. C'était un grand gamin aussi, c'était quelqu'un de très généreux, totalement imparfait comme on l'est tous, mais qui avait l'amour de son travail, l'amour de son public. Oui, il était sincère, je pense. Ouais, et qui était un gamin, quoi, au fond de lui. C'était quelqu'un de complètement déstructuré. Pareil, il n'avait pas fait d'école, donc il a eu une carrière qui est assez fantastique, en fait. Et j'ai eu la chance de partager, de rencontrer, c'est exceptionnel, comme j'ai rencontré Stallone, comme j'ai rencontré plein de gens qui étaient improbables. Voilà, je suis content, mais ça reste anecdotique, si tu veux, dans l'histoire de ma vie, quoi, en fait. Les gens, après, en font tout un truc, mais ça, c'est leur histoire. Et aujourd'hui, à qui tu as envie de tendre la main? Parce qu'on sent que tu es dans ton énergie, où tu as envie de transmettre, d'accompagner. Parce que tu sais, par rapport à ce que tu me fais en Afrique, tu as beaucoup de jeunes autour de toi, de personnes qui émergent autour du sport, autour de la pratique du MMA. Oui. Alors, tu sais, de dire que j'ai envie de tendre la main, c'est très présomptueux, en fait. Moi, j'ai envie de dire que j'ai gardé mon instinct et mon cœur, et je vais là où les gens tendent la main. Oui, il y a une réciprocité. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en Afrique, effectivement. On a monté notre première ligue 100% africaine de MMA. Je vais contre encore un petit peu le système où le jeune Africain qui veut réussir, pour lui, il est persuadé qu'il est obligé de traverser l'océan et venir en France, aux États-Unis ou ailleurs pour pouvoir réussir. Et ma mission aujourd'hui, c'est de montrer qu'en montant des structures et en les aidant sur place, on va faire le contraire. Ils peuvent émerger localement et internationalement. Et que, bien au contraire, on va faire venir des mecs de Paris, ils vont faire venir des mecs d'Europe, vont aller en Afrique, parce qu'on est quand même des fois bien mieux
au Sénégal, par exemple, qu'en région parisienne pour pouvoir s'entraîner, etc. Je ne critique pas la région parisienne, qu'on soit bien d'accord. Hein, on est d'accord que tu aimes Paris. Hein. Oui, non, mais j'aime la France. Donc quand tu aimes la France, tu es obligatoirement, tu aimes Paris. C'est évident. Ouais. La France, je l'aime dans tous ces centimètres carrés qu'elle puisse avoir. C'est ce qui fait sa beauté. Dans toute sa subtilité aussi. Toute. Mais à un moment donné, malheureusement, j'ai du mal à supporter l'état dans lequel on l'a mise. Le côté sclérosé. Ouais. Et dans l'état dans lequel notre peuple est aujourd'hui, dans le peuple est en train de se déliter, en train de perdre ses repères, de perdre ses valeurs, de perdre sa dignité. C'est ça qui me fait un petit peu de mal, mais je me sens totalement impuissant par rapport à ça. J'aurais rêvé un jour de me lever le matin et de devenir le nouveau général de Gaulle, mais c'est pas à 62 ans que ça va m'arriver. C'est bientôt le 18 juin, par contre. Hein. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'en parlais. Il y a peut-être moyen de la placer ? Non, mais le monde est différent, le monde a changé, on est dans d'autres paradigmes. Donc, à un moment, on n'a qu'une vie, la vie passe vite, il y a des combats à mener dans lesquels il ne faut pas surestimer ses forces. Et il faut les utiliser à bon escient et déjà agir dans notre propre microcosme et environnement. Et je pense que si chacun fait ça à son niveau, c'est comme ça qu'on arrivera à bouger des choses. Si chacun fait un petit peu sa part, ça va mieux. Voilà. Et quel message tu aurais envie de passer aux jeunes générations, justement ? Parce que tu es un personnage public, ta parole, elle est entendue. Tu aurais envie de leur dire quoi aux jeunes, justement ? Aux gens qui sont un peu... qui se sentent un peu qui se sentent parfois un petit peu à côté. D'écouter bien sûr leur impulsion, leur pulsion. On nous dit souvent qu'il faut freiner nos pulsions, mais nos pulsions créatrices, nos pulsions constructrices, et de bouger, de s'adapter, que le monde change. Et là, on est dans une période où le monde est en train de réellement changer de plus en plus vite. Sur tous les plans, et qu'il faut bouger pour ça, et qu'il faut... il faut se donner les moyens de sortir de la cage dans laquelle on est, de sortir du barrage dans lequel on est, et d'essayer de tester la rivière. Sortir du bocal. Essayez de sortir du bocal si vous en avez envie. Vous avez des gens qui sont heureux, aseptisés, anesthésiés, et qui finalement sont heureux. Ils n'arrivent plus à concevoir un autre mode de fonctionnement. Oui, mais tu as des gens qui sont heureux comme ça, qui se posent pas de questions. Donc faut pas les rendre malheureux en leur faisant se poser des questions qui risquent de les mettre dans une situation où ils ne pourront pas assumer. Il faut être conscient aussi de ça. On ne peut pas changer le monde entier sur son modèle. Moi, ma seule chose, c'est de montrer un exemple. De ce que je fais aujourd'hui en Afrique, puisque mon exemple est plus inspirant en Afrique qu'il ne l'est ici en France, parce qu'on voit toujours la face noire des choses, si tant est qu'il y en ait une, alors que là-bas, ils voient plus la chose positive. Le côté lumineux. Le côté lumineux, constructif. Mais ça prend du temps, parce que vous êtes toujours... la chance que j'ai, si tu veux, c'est que j'ai toujours été différent. Même dans mon propre pays, j'ai toujours été un peu différent. Donc en Afrique, bien sûr, je suis différent. Je viens d'un autre continent, je suis un blanc. Il y a quand même un soupçon, pas de racisme, mais de méfiance. Ce qui est normal. Ce qui est normal. La France et d'autres pays ont été colonialistes. L'Afrique est en train de changer. Les jeunes générations de gouvernements, etc., sont dans une autre logique. De souveraineté, de liberté, d'autonomie. Et de ce fait, le peuple africain est en train de changer aussi. Oui, il s'émancipe de plus en plus. Et s'émancipe, et c'est quelque chose de normal. À nous de changer aussi de paradigme. Regard sur l'Afrique aussi. Oui, et puis de comportement. Et on ne peut plus y aller en étant conquistador, arrogant. En étant arrogant, on doit y aller gagnant-gagnant, construire ensemble. Partager nos compétences, nos cultures, mais se respecter, quoi. En fait, le modèle occidental aujourd'hui n'est plus le modèle dominant à 100%. Il y a d'autres modèles qui fonctionnent, qui sont intéressants et qui font la richesse de notre humanité, en fait. Et pour toi, c'est quoi la plus grande leçon de vie que tu aies apprise ? La plus grande leçon de vie que j'ai apprise, je dirais que j'en apprends tous les jours, des leçons de vie. C'est de savoir qu'on est éphémère,
Plus tu avances dans la vie, plus tu as des gens que tu aimais, proches ou moins proches, qui ont disparu, que tu pensais immortels, et qui te mettent dans une situation effectivement où tu te rends compte que la beauté et la richesse qu'est la vie, et qu'il ne faut pas la sacrifier en allant à une course au pouvoir, à l'argent, au matériel, et de revenir un petit peu sur des bases beaucoup plus simples, beaucoup plus vraies, beaucoup plus belles, et beaucoup plus ancrées, encore une fois, dans l'amour et le partage. Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu étais beaucoup plus jeune, quand tu avais 20 ans? Quelle est la phrase ou le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne pour gagner du temps ou être un peu plus serein par rapport à certaines situations? Tu sais, aujourd'hui, quand je fais le bilan de tout ça, je trouve que tous les mots que j'aurais dû entendre, je les ai entendus, Ouais. qu'ils soient positifs. Ma famille m'a toujours dit, on a toujours vécu dans une famille d'amour. Mon père, ma mère, mes grands-parents savaient nous dire je t'aime régulièrement, comme je dis je t'aime à mes fils peut-être chaque semaine qui passe. Ma famille, les mots, on m'a souvent traité de bon à rien et de choses comme ça, mais qui ont fait aussi que c'est quelque chose qui m'a construit. Ça t'a forgé, ça? Ça m'a forgé, bien sûr, dans la mesure où très rapidement, je me suis rendu compte que le rien était certainement la plus grande force qui puisse m'habiter, puisque quand il n'y a rien, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le soustraire, on ne peut pas l'additionner. Le vide. On peut pas, voilà, et quelque part, tout est parti de rien, et le rien est d'une puissance qui est énorme, et je me suis dit, bon, si je suis un peu à rien, il ne peut rien m'arriver, rien ne peut m'arrêter. Et finalement, ce rien qui aurait pu être quelque chose de négatif a été une véritable force pour moi, parce que je me suis toujours dit, si je suis rien, je peux arriver à tout. Et aussi, je pars de rien, donc oui, je peux arriver à tout, rien, en fait. Finalement. Voilà. Je risque rien. La seule chose que je risque, c'est de vivre ma vie et d'en accepter les conséquences. Et ce que j'ai essayé de faire jusqu'à aujourd'hui, je ferai jusqu'au bout, quoi, en fait. Et s'il y avait un film, un livre ou un mot qui t'a bouleversé? Quelque chose qui t'a marqué? Il n'y a pas de mots, ni de films, de choses qui m'ont particulièrement bouleversé. Ou qui t'ont marqué, non? Marqué, j'essaye, si tu veux, la vie est d'une diversité qui est magnifique. Ou c'est peut-être les rencontres. Oui, voilà. Là, toi, tu t'enrichis des rencontres. Moi, je m'enrichis des rencontres. Je m'enrichis de ces rencontres où souvent, je me suis rendu compte que j'avais des rencontres pour des choses profondes, qui étaient souvent des grands vides qui nous habitaient chacun, et que je rencontrais souvent des gens, des hommes ou des femmes, habités par un grand vide qui, sur le plan de la fréquence et au niveau vibratoire, m'attirait. Et dans un espèce de partage, à essayer de remplir ce vide commun, et dans un échange pur, sans intérêt, sans passé, sans avenir, juste du présent. Et que c'est quelque chose pour moi qui est très puissant, où il n'y a pas de promesse, où il y a juste un partage sur le moment, mais qui quelque part met une empreinte quasiment indélébile, et qui n'est pas polluée par d'autres choses autour que la vie pourrait nous emmener. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais c'est vraiment quelque chose qui est pour moi le plus marquant. Et tout à l'heure, quand je te parlais que j'étais quelqu'un d'infidèle, etc., c'est une provocation, parce que je ne pense pas être le pire des infidèles, parce que mes infidélités ne sont pas purement pour le corps ou le plaisir. C'est un besoin à un moment donné de partager, de me remplir, d'apprendre, et vraiment de partager. C'est pas que physique, je dirais que je passe pour un débile quand je dis ça, mais c'est presque spirituel en fait. Et le corps, l'esprit, l'âme ne font qu'un. Ça se nourrit de tout ça. Ne font qu'un, voilà. Mais notre société aujourd'hui
Porte un jugement. Porte un sur, jugement, stigmatise. La moralité. Et puis c'est les la possession. bonnes mœurs. Voilà, on doit posséder. Et moi, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, parce que moi, souvent, on me dit oui, mais Sonia, tu es très libre, etc. Très libre. Oui. Et en fait, tout ça pour dire que pour moi, ma conception de l'amour, c'est pas du tout le fait de posséder, d'appartenir. C'est au contraire la liberté. C'est-à-dire que moi, je considère que personne n'appartient à personne. Et que le véritable amour ne consiste pas à appartenir ou à posséder, mais à laisser l'autre être qui il est, dans sa complétude en fait. Et de ne pas chercher ni à le dessiner comme on le souhaiterait, ni à l'empêcher d'être qui il est. Et en fait, l'épanouissement, ça passe par la liberté en fait. Réciproque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait avec qui on est, généralement, quand on se ment pas à soi-même, parce que souvent, c'est pas l'autre qui te ment, c'est toi qui te mens à toi-même en voyant en l'autre ce que tu penses qu'il est ou ce que tu penses que tu as envie qu'il soit, en te disant après, je vais le changer. Oui. Moi, ça fait 19 ans que je suis avec la même personne. J'ai eu une vie tumultueuse. Quand j'étais en prison, j'étais persuadé que quand je sortirais, elle profiterait de cet espace de temps pour se sortir de ça. Elle était encore là. Donc, elle est libre, elle est autonome. Je me suis jamais marié. Et je me dis, si cette femme est là avec moi, c'est qu'elle m'aime pour de vrai, en fait. C'est un vrai aimé, amour. Dans les bons et les mauvais moments. Elle m'a aimé tel que je suis, avec force. Parce que c'est quelqu'un qui est très jalouse, qui était très jalouse, très possessive. D'accord. Et être dans ce comportement-là avec un garçon comme moi, c'est... c'est pas compatible aussi. Il n'y a que l'amour. Oui, mais en fait, elle a transcendé ces aspects de sa personnalité, à savoir d'être un peu jalouse ou possessive en acceptant les et choses. Et finalement, elle t'a accepté et elle a accepté cet amour en se disant, voilà... il faut aussi que je l'accepte tel qu'il est. Voilà. Et dans son comportement, finalement, c'est une preuve d'amour. On dit change et le monde changera. Et le fait qu'elle ait changé elle-même dans son truc a fait que moi aussi j'ai évolué et j'ai changé. Je me suis un peu régulé par respect. Avant, je pouvais me montrer n'importe où, n'importe quand, avec tout le monde, n'importe quoi, parce que j'estimais que j'étais libre. C'est je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Et après, tu t'aperçois que finalement, de vouloir être trop honnête, trop sincère, peut faire du mal à l'autre. Ouais. Donc à un moment donné, c'est des choses qui te font évoluer. Tu la préserves. Voilà. C'est bien. Donc comme quoi, tu vois, des leçons de la vie. Finalement, le chemin, on est deux à le faire. Oui. C'est pour ça que quelque part, cette expérience que j'ai vécue en 2019, sur le plan de l'homme humain, a été extrêmement positif. Il l'a été aussi entre moi et mes fils. Et mes fils ont été extrêmement dignes, forts, résilients par rapport à cette histoire. Et ils se sont posés beaucoup de questions à un moment. Ils se disaient, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que mon père a fait ? Et ils n'arrivaient pas à y croire parce qu'en fait, il n'a rien fait d'exprès. Oui. Mais ça, et finalement, ça nous a encore plus renforcés dans l'amour. Ça a renforcé le lien. Dans l'amour filial. Parce que vous avez traversé une épreuve commune. Ensemble, voilà, c'est ça. Et finalement, ça vous a renforcé. Et avec mon frère, la même chose, tu vois. Donc finalement, c'est des épreuves de la vie, c'est comme les échecs dans l'entreprise. Souvent, on me dit, oui, tout vous réussit. Je dis, non. Moi, j'ai eu beaucoup plus d'échecs dans ma vie que de réussites. Mais donner de l'échec n'est la victoire. Ouais. Si tu n'as jamais d'échec, il faut vraiment être chanceux pour n'avoir qu'une réussite au premier coup, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. Et avoir ces réussites en restant toi-même et en restant sur tes valeurs. Tu restes dans ton axe. Ouais, ce qui fait que des fois, tu peux générer des échecs parce que tu n'es plus en adéquation avec un système des fois qui est un peu tordu et qui est un peu pervers, ou si tu ne fais pas partie d'un réseau ou un truc comme ça, tu n'arrives pas à passer. Et quand tu passes hors réseau, c'est quelque chose qui est pas normal. Donc tu vois, donc quelque part, voilà, tu dois avancer le plus loyalement possible, le plus dignement, et ce que tu construis, tu l'as construit avec tes propres qualités et pas la qualité de ton réseau ou de ton carnet d'adresses. Ouais, c'est pour du fond. Voilà. C'est pas de la forme. C'est solide. Ouais, et mon groupe est là depuis 32 ans. C'est construit sur des bases solides. Ouais. C'est solide. Voilà. Et pour aller vers des sujets un peu plus légers, qu'est-ce qui te donne instantanément le sourire ? Quand tu penses à quoi ?
Moi, tu sais, je suis bon public, je ris de beaucoup de choses. Ouais, t'es bien avec ton enfant intérieur, toi. Ouais, je ris. Tu le laisses s'amuser. Ouais, je le laisse libre totalement de pouvoir s'amuser. C'est ça qui m'a frappé chez toi la première fois. J'étais super étonnée de ça. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis dit, tu sais, tu as la croyance que quand tu es entrepreneur, tu es patron, etc., tu es toujours dans des moments de sérieux. Parce que la posture, machin. Et du coup, quand j'ai vu cette légèreté chez toi, je me suis dit, ouais, c'est incroyable en fait. Je sais pas si tous les patrons sont comme ça, mais c'est vrai, j'ai trouvé que c'était assez beau à voir chez toi que tu étais complètement en paix avec ton enfant intérieur et que à aucun moment ça t'empêche d'être un patron en fait. Oui, c'est ce qui m'a porté souvent beaucoup de préjudices et de critiques, parce que les gens disent ce mec, c'est pas possible qu'il ait fait tout ce qu'il a fait. C'est impossible. Mais moi, j'ai rien fait quelque part. J'ai souvent fait faire avec des équipes qui ont partagé mon... T'étais bien entouré. Bien entouré, même... tout seul, tu ne fais rien. Donc, à un moment donné, il faut laisser aussi de la latitude, savoir déléguer, et surtout donner une vision, avoir une vision. Et il faut savoir comment tout se fait sans savoir forcément le faire. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire, tu comprends. Prendre la hauteur. Tu vois, tu comprends. Tu vois, par exemple, moi, je dis tout le temps, mais sans aucune fausse interprétation, je ne sais rien faire. Rien faire. Mais je sais faire. Et j'ai une vision de comment faut faire. Et j'ai une capacité de mettre de l'énergie dans les équipes et dans les missions avec une direction qui est très stricte sur des valeurs de respect, de partage, de respect du fournisseur, de compréhension du fournisseur. Demande pas à un fournisseur pour demander. J'essaye de comprendre quelles sont ses problématiques, là où il est bon, là où il est moins bon, etc., pour qu'on puisse tous gagner du temps. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Ouais. Tout le monde s'en fout. Nous, le secret, c'est le travail. J'ai certainement vu 99% de mes fournisseurs à l'époque, où qu'ils soient, pour comprendre comment est mon fournisseur, comprendre comment est mon client, et de là, arriver à manager mes équipes en leur amenant justement le background de mes fournisseurs et de nos clients, et construire ensemble, tous ensemble. Mais ça, c'est bateau, c'est simple, mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, les équipes ne communiquent même plus entre elles dans l'entreprise. C'est des mails, chacun en silo, là. C'est le travail à domicile, c'est le machin, Voilà, il en faut peut-être que c'est le monde moderne aujourd'hui, mais à un moment donné, comment tu arrives à fédérer tes équipes autour d'un projet et où on stigmatisait la machine à café. La machine à café, quelque part, avait aussi un lien humain. Donc aujourd'hui, le monde a complètement changé et j'ai l'impression des fois d'être un dinosaure en fait. Tu te reconnais pas dans ce monde-là? Ah non, moi je m'y reconnais absolument pas. Non, c'est clair. Je me reconnais. Moi, tu vois, je suis en Afrique, on peut bosser 6 jours sur 7. C'est pas question de faire bosser les gens c'est de partager un projet commun. Mes gars, ils ont les yeux qui brillent. De créer, ils ont les yeux qui brillent. De se voir progresser. Voilà, d'avoir la fierté collective de mettre en place un projet d'une feuille blanche et de voir naître un projet tous ensemble, par le travail, par l'énergie, les compétences de chacun. Il y a une chose qui m'a marqué, par exemple, c'est un entraîneur, je crois, français ou je sais pas quoi, qui a été étonné que l'équipe du Sénégal, qui a remporté un match de football, là, je ne sais plus contre qui dernièrement, qui était un match de football amical, il a été étonné de l'engouement et l'enthousiasme quand les équipes sont rentrées dans les vestiaires et ont tous crié Sénégal, Sénégal, Sénégal. Il dit, nous, c'est un match amical. Je n'aurais pas vu les Français ou les Espagnols rentrer dans cette ferveur et cet enthousiasme. C'est ça l'esprit collectif, etc. C'est ça qui est beau. C'est ça qui crée une entreprise. C'est ça qui crée la qualité du service, qui donne envie à un client d'adhérer, qui donne à un fournisseur de te suivre. C'est toutes ces choses-là. Et ça disparaît sur l'autel des chiffres. Voilà.
Moi, c'est ce que je dis, j'ai fait 26 ans, j'ai été patron de mon groupe. Sur 26 ans, il y a 2 années où j'ai perdu de l'argent. J'ai gagné de l'argent pendant moins de 4 ans. J'en ai pas gagné autant que ce qu'on gagne aujourd'hui. Mais j'ai créé des emplois, j'ai créé des marques. Aujourd'hui, on fait des profits, on paye nos impôts, on rachète des boîtes, on tue des emplois, on refait de l'économie et on appelle ça créer de la richesse. Non, pour moi, c'est pas créer de la richesse. On crée de la richesse pour les banquiers, on crée de la richesse pour le fisc, mais on détruit des emplois et on détruit beaucoup de choses. Bon, si c'est ça le monde d'aujourd'hui, moi, c'est pas trop mon truc, en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que tu as un rêve un peu fou qui te porte? Un rêve un peu fou qui me porte. Moi, mon rêve un peu fou qui me porte, c'est de pouvoir entreprendre le plus longtemps possible, en bonne santé, toujours avec le même état d'esprit. Moi, tu sais, je me suis programmé de mourir vers les 93, 94 ans, 95 ans, et de me mettre à la retraite peut-être 4-5 ans avant, quoi, en fait, tu vois, pour aller dans ma campagne, mon coin, et me recueillir et faire le bilan de ma vie, recevoir mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et leur donner mon expérience, parce que je ne pourrais probablement beaucoup moins bouger que ce que j'ai bougé dans ma vie, et leur amener le monde à leurs pieds, avec mon expérience à leurs pieds. Et pour moi, c'est un rêve, ce serait une vie remplie, banale, simple, et leur offrir ce seul héritage, qui est l'héritage d'un temps passé, d'une expérience de vie, et dans une enveloppe d'amour, et de l'espoir à leur donner pour le futur. Voilà, ça, c'est le plus beau rêve que je pourrais avoir aujourd'hui, si la vie me prête ce temps. Est-ce que tu t'es toujours inscrit dans la longévité ou pas? Toujours. Tu as toujours visé long terme? Tu t'es toujours dit... Toujours. La vision, c'était pas... Jamais du court terme. D'accord. Parce que je le ressens chez toi, que c'est toujours... c'est toujours du long terme. De la projection et de la vision. J'ai toujours anticipé. Tu sais, si je me suis sorti de cette affaire, comme je m'en suis sorti aujourd'hui, c'est que j'ai toujours anticipé instinctivement, tu vois, le fait que ma marque Eric Favre m'appartienne. C'est ce qui, à un moment donné, m'a sauvé. Tu avais un dépôt, dépôt de marque. Oui, tout ce que j'ai fait... c'est ta propriété. Voilà, c'est ma propriété. Aujourd'hui, la marque est forte. Elle est même beaucoup plus forte que le sont les marques 3 Chaînes et 3C Pharma aujourd'hui. Elle est forte au niveau international. Les gens y sont attachés. Elle a beaucoup de valeur aujourd'hui. J'ai anticipé avant. Aujourd'hui, je monte un groupe en Afrique. J'anticipe sur l'avenir, sur beaucoup de choses. Je réfléchis sur toujours du long terme. D'accord. Tout le temps. Et même dans ton rapport à toi-même. Mon rapport à moi-même, il est... Je vais te dire un truc simple. Chaque début de dizaine, je réfléchis à la prochaine dizaine. C'est-à-dire que dans mon hygiène de vie, dans mon comportement, quand j'avais 20 ans, je préparais mes 30 ans. Quand j'avais 20 ans, je ne dis pas quand... C'était très tôt. D'accord. Je préparais mes 30 ans. Mais ça, c'est un vrai conseil là que tu es en train de donner. Et quand j'avais 30 ans... Donc tu conseilles aux gens de faire ça? Ah oui, parce que tu ne peux pas arriver à 40 ans et te dire « Ah bah voilà, maintenant, il faut que je m'y remette, que je perde mon beat, que je passe, intellectuellement, que je prenne du temps. » Non, j'ai toujours anticipé ma dizaine d'après, une dizaine d'avant, tout le temps. Aujourd'hui, j'ai 60 balais, je me visualise dans mes 70 à 80. De ce que tu voudrais être, voilà. À la prochaine étape là. Comment je vais y être. Comment je vais être. Dans quel état, à quel état de forme. Et là, comment j'y vais. Comment j'y vais. Dès maintenant. Parce que tu sais très bien que c'est maintenant que tu inscris. Ouais, c'est là que tu poses les fondations de ce que tu seras dans quelques années. Regarde, tu as 62 ans, tu les fais pas, tu as une forme de fou. Moi, tout le monde me suit en c'est vrai fatigant. Que tu es impeccable, ouais. Mais c'est une hygiène de vie, une hygiène mentale, une façon de vivre. Mais justement, c'est quoi pour toi les bons conseils pour se préserver et se maintenir en santé? C'est-à-dire d'être bien le plus longtemps possible pour toi. Si tu avais quelques conseils, quelques tips à donner, tu dirais quoi? Déjà, la première chose, on en revient toujours à la même chose, c'est de vivre dans l'amour et pas dans la haine. D'accord, donc de vibrer au bon niveau. De vibrer au bon niveau, si tu veux, ça c'est une chose. Ouais. C'est de ne pas rentrer dans un diktat du régime. Moi, je mange de tout correctement
Ouais, t'as pas de restriction particulière. Je m'écoute. J'ai beaucoup appris sur mon fonctionnement. Moi, j'ai pas besoin d'avoir le médecin pour te dire si j'ai un truc ou pas. Je peux te dire même mon taux de cholestérol quasiment, parce que je me connais par cœur. Ouais. Je n'ai jamais remis ma santé dans les mains d'un autre. D'accord. Tu es vraiment responsable de ton Depuis propre... que je suis gamin, je sais quand j'ai un truc qui va pas. Ah ouais. Je comprends, je le perçois. Tu t'écoutes alors. Après, j'ai fait des écoles de naturopathie, d'iridologie, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je suis mon propre médecin. Donc un médecin aujourd'hui est l'otage des laboratoires pharmaceutiques et de la science. Moi, je n'ai pas envie d'être l'otage d'otage. De Big Pharma. Non, mais après, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux juste garder ma liberté d'être et avoir la compréhension de moi-même. Moi, je sais, à un moment, quand j'ai un truc, qu'est-ce qu'il va avoir dans 2 jours. Tu as une très bonne lecture de toi-même, en fait. Oui, parce que je me suis jamais abandonné. Et tu t'analyses un peu. Tout le monde, la plupart des gens s'abandonnent. Ils remettent ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. On leur explique, attends, c'est pas ton boulot. C'est le médecin, c'est le machin. Voilà, c'est le médecin et autres. Donc j'ai toujours vécu comme ça. Aujourd'hui, à 60 ans, je m'entraîne pas du tout de la même manière qu'il y a 10 ans. J'ai réadapté mes modes d'entraînement. J'ai plus le même objectif. Mon objectif, aujourd'hui, c'est pas de progresser, c'est de ne pas régresser trop vite. D'accord. Donc c'est de préserver de maintenir un état cohérent par rapport à mon état physiologique. D'accord. C'est de réfléchir et d'anticiper. Et puis les compléments alimentaires que je prends ont évolué, mais ça j'en prends depuis 40 ans. J'ai toujours grandi dans les plantes. J'ai jamais pris de médicaments, quasiment jamais. J'ai pas de produit pour le cholestérol, j'ai pas de truc pour le diabète, j'ai rien quoi en fait, rien. Pas pour dormir, j'ai jamais pris un truc pour dormir, jamais un truc pour l'angoisse. Donc quelque part, je me dis voilà, la première chose c'est de respecter la vie qu'on t'a donnée, le corps qui te porte aujourd'hui, et de comprendre comment il fonctionne. Et puis après, de vivre. Je ne suis pas un ayatollah du vegan, un ayatollah de l'écologie, s'adapter. Donc être capable de s'adapter à n'importe quel environnement dans lequel tu vis. Et ton système immunitaire est primordial. Aussi. Pardon ? Ton système immunitaire te remerciera aussi. Ton système immunitaire, il est primordial. C'est celui qu'il faut entretenir parce que c'est lui qui se bagarre tous les jours contre toutes les agressions. C'est la première ligne de défense. Première ligne de défense. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Donc c'est dans ton hygiène de vie, ton comportement, l'exercice physique et puis des compléments alimentaires qui œuvrent là-dedans. Voilà. Et on sait très bien aujourd'hui que l'industrie pharma préfère avoir des gens malades qui rapportent de l'argent que des gens bien portants qui réfléchissent. De longue durée surtout. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est un autre débat. Et pour revenir à un truc beaucoup plus personnel, si tu devais me donner un conseil à moi, tu me dirais quoi ? De croire dans ce que tu fais, d'y mettre le maximum de cœur, d'empathie, de pas trop réfléchir des fois aux conséquences ou aux possibilités d'échecs, de choses comme ça. Il faut foncer. À un moment, à partir du moment où on fait les choses avec son cœur, voilà, il faut se poser les bonnes questions. C'est de comprendre un petit peu ce que veut entendre ton public, quel message tu veux faire passer, un message qui soit un message collectif et pas un message personnel. On a souvent tendance aujourd'hui à exprimer notre ego. Il y a beaucoup de gamins aujourd'hui, je les vois, ils ont 19 ans, ils t'apprennent à comment devenir milliardaire et millionnaire et autres, alors qu'ils n'ont pas gagné une thune de leur vie. Et la seule manière qu'ils vont gagner leur thune, c'est en expliquant aux autres comment il faut faire, ce qu'eux n'ont jamais fait. Ça, c'est l'époque, ça. C'est l'époque, et toi, tu dois te marrer quand tu vois ça, les jeunes. Non, je ne me marre pas, je respecte. Non, mais je veux dire, enfin, pas te marrer, mais disons que tu dois avoir beaucoup de recul par rapport à ce discours-là où ça inonde les réseaux, ça. Oui. Ça inonde les réseaux de dire tout le monde peut être riche, regardez, il faut faire comme ça, c'est facile. Alors quand toi, tu sais que c'est pas vrai. Il y a une partie, tu sais, il y a une partie qui est vraie, parce qu'il y a des gens qui réussissent, une minorité qui réussissent et qui arrivent. C'est comme le nombre d'entreprises qui se créent et les échecs. Voilà, c'est un monde qui a changé. On est dans un monde aujourd'hui qui est de l'instantané, qui est tout va vite. Moi, je suis d'une époque où il y avait des saisons et c'était le temps long. Aujourd'hui, c'est un autre temps. Donc, tu ne peux pas en vouloir à un gamin qui a 19 ans de vouloir essayer de réussir sa vie. Tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire c'est dans l'environnement dans lequel il est. Donc tu peux pas. Moi, j'en voudrais un gamin qui reste chez lui devant sa console, à rien branler, et à croire en rien, parce qu'il estime que rien n'en vaut la peine,
Alors qu'un des gamins qui croient, qui se bagarrent et qui sont dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on est dans un monde de débiles quand même, faut le dire, écoute, exploite ce monde de débiles. S'il te permet de gagner de l'argent et t'en sortir, voilà, tu seras la nouvelle génération d'entrepreneurs qui arrivent, qui sont des entrepreneurs instantanés. Maintenant, essaye d'anticiper sur l'avenir, parce que ça ne marche qu'un temps. Et de profiter de ce socle-là pour pouvoir construire quelque chose de périn dans le temps. D'accord. Parce que tout passe vite aujourd'hui, tout s'use très vite, tout le monde se lasse très vite. Il y a tellement d'informations, tu peux être en haut de l'échelle pendant 1 an ou 2 ou 3 ans, et puis d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, tout le monde se désintéresse parce qu'ils sont passés à autre chose. On est dans le monde de la consommation, où tout doit aller vite, et il faut savoir se réinventer régulièrement. Avant, les cycles étaient beaucoup plus longs. Maintenant, ils sont très courts. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, on arrive à la fin de notre épisode. Moi, j'ai juste envie de rappeler, en synthèse, rapidement, je me dis, n'oubliez jamais qu'en fait, vous n'êtes pas ce que vous traversez, mais vous êtes ce que vous en faites. Et je trouve que ça incarne bien la conclusion que j'ai envie d'avoir avec toi, à savoir... les épreuves te déterminent pas, c'est ce que tu en fais. Oui, je partage. Ouais, les échecs sont nécessaires dans la vie. De toute façon, tu ne peux pas. C'est pas quelque chose qu'il faut éviter. Non, mais tu peux pas les éviter. De toute façon, même si tu les évites, c'est déjà un échec d'avoir évité des échecs, parce que les échecs te construisent, te façonnent. Ça te fait progresser. Ça te fait progresser. C'est obligé. C'est inhérent à la réussite. Tu ne peux pas tout réussir tout le temps en étant dans une vraie énergie, quoi, une énergie libre. Même l'énergie libre, à un moment donné... puis réussir, ça veut dire quoi? S'il aurait fallu commencer par ça, c'est quoi réussir? Le plus important, c'est de réussir sa vie. La réussite, le reste, c'est subjectif. Et réussir sa vie, c'est propre à chacun. Est-ce que tu aurais... une façon de conclure à ta manière cet épisode? T'aurais envie de dire quoi? Non, j'aurais envie de dire que la vie est belle, elle est précieuse. Essayez de toujours vous tourner vers la bienveillance, la compréhension, la tolérance, d'essayer de comprendre. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de comprendre. On avale de l'information, on passe d'une information à une autre, on critique, on juge, on stigmatise, on insulte. On ne prend pas le temps de... On ne prend pas le temps d'analyser. On est dans un monde de zombies, de morts-vivants, qui écoutent de l'information, rebalancent du fiel et vomissent des choses qui sont issues de l'ignorance. Et plus il y a d'informations, plus il y a d'ignorance. Et qu'il faut essayer de se tourner vers des choses plus profondes, avec du sens, et que ça amène vers la tolérance et l'amour et le partage. Écoute, merci pour tes mots, c'est puissant. Et en tout cas, je tenais à te remercier pour ta présence, parce que voilà, t'es que quelques heures à Paris finalement, Oui. Et t'as pris le temps de venir ici, donc je voulais te remercier. Pour moi, c'est précieux de t'avoir. Et merci pour ta confiance. Et je te dis à très bientôt. Merci Sonia. À bientôt et bonne continuation. Merci. Et beaucoup de succès pour toi. C'est très gentil. Merci Eric.